On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com. Quels sont les impacts sur la continuité des mesures pour les gens d'affaires et comment on peut les aider? Réponse avec Michel Milot de la Chambre de commerce dans quelques instants. Mais d'abord, le nouveau couvre-feu du gouvernement Legault, les explications cette fois avec le député de Saint-Jean, Louis Lemieux. Comme vous le savez, la semaine dernière, le gouvernement Legault a imposé un couvre-feu. C'est une nouvelle mesure. Il y a aussi une autre série de mesures qui demeurent encore, notamment la fermeture des magasins dits non essentiels. Question de faire le point sur la situation et ouvrir aussi cette année 2021. On reçoit avec nous à distance le député de Saint-Jean, Louis Lemieux. Bonjour et bienvenue. Salut Éric, à distance, mais pas très loin là. Non, c'est ça, le pays n'est pas tant loin. Je pense que vous désirez montrer l'exemple? Oui. En fait, le devoir d'exemplarité s'impose de plus en plus à cause de ce qu'on a vécu pendant la période des fêtes, les gens qui étaient en voyage, ce genre d'aventure-là, où on savait, mais plus que jamais, il faut montrer l'exemple. Alors, autant au bureau de comté qui est en télétravail, que votre humble serviteur va rester de plus en plus dans son sous-sol. Bon, il y avait beaucoup d'appréhension la semaine dernière à l'annonce du point de presse du premier ministre. Au final, mis à part l'école secondaire qui est repoussée d'une semaine, la construction puis le manufacturier qui demeure quand même ouvert, il y a juste le couvre-feu, dans le fond, qu'on a ajouté parce que les magasins non essentiels étaient déjà fermés depuis Noël. Ouais. Avec la parenthèse que le manufacturier et la construction, on leur demande de réduire au minimum leurs activités dans la mesure où c'est possible, considérant que ce sont des industries qui sont plus complexes. Mais on s'attend quand même à ce qu'il y ait une réduction du personnel qui va travailler dans ces deux secteurs-là. Mais essentiellement, Éric, là, c'est tout à fait ça. C'est le couvre-feu qui faisait toute la différence. C'est le véhicule dont le gouvernement avait besoin, en tout cas dont on s'est servi, parce qu'il ne reste plus beaucoup de cartouches, on va s'entendre. Alors, c'est le véhicule qu'on a choisi pour dire, regardez, là, essayez pas d'étirer l'élastique, essayez pas de trouver des façons d'en faire plus. La seule solution, c'est d'en faire moins. Et la grande démonstration de ça, c'est qu'après 20 heures, il y a un couvre-feu. Ça a comme éveillé un petit peu, je pense, certaines consciences qui étaient léthargiques, disons-le comme ça. Est-ce que le plan du temps des fêtes s'est avéré finalement un échec? Et je ne dis pas un échec dans le sens d'une directive du gouvernement, mais d'un échec collectif. Mm-hmm. Moi, je pense que oui, mais il ne faut pas se blâmer pour ça. Tu sais, je veux dire, le gouvernement n'était pas non plus naïf en disant, bien, regardez, vous pouvez avoir une personne seule qui vient rejoindre une bulle familiale. Évidemment, à chaque fois qu'il y a un contact, ne serait-ce qu'un seul contact pendant toute la période des fêtes, c'est un risque, une chance de plus qu'il y ait propagation. Donc, on le savait. D'ailleurs, quand on a commencé avec les fameux 4 soirs qu'on espérait être capable de permettre des rassemblements, on a reculé là-dessus parce que déjà, les chiffres commençaient à devenir un peu trop difficiles à tolérer. Mais même la personne seule, même les petites mesures du temps des fêtes qui faisaient en sorte qu'on pouvait faire, par exemple, des parties de hockey à 8, des choses comme ça, c'était pour lâcher un petit peu de pression, là, mais on savait qu'il y aurait des conséquences. On ne pensait vraiment pas que les conséquences deviendraient aussi évidentes aussi rapidement. On le voit, là, les gens qui sont férus de statistiques et qui aiment ça, ils prennent les jours, les grosses journées de fête, puis ils regardent 7 jours plus tard, 8 jours plus tard, le nombre de cas, et il y a une adéquation, il y a une correspondance entre ce qu'on a tous fait pendant les fêtes et le résultat que ça a donné. Bon. Mais au final, Éric, il ne faut pas oublier qu'il y a des endroits où ils n'ont même pas essayé de contenir. Là. Je veux dire, on est un peu en avant de la parade, je pense. Puis on le voit avec le couvre-feu parce que l'Ontario, je ne sais pas quand est-ce qu'ils vont déclencher, là, mais l'Ontario y pense. Dans le fond, on est à la bonne place. Des fois un petit peu tard, des fois un petit peu tôt, des fois un petit peu pas assez, un petit peu trop, mais on est en bonne place. Bon. En même temps, l'affaire du couvre-feu, puis rapidement la question a été posée, puis le docteur Arruda a répondu avec toute transparence, il n'y a pas de données scientifiques qui montrent que ça marche. Non, mais il y a des preuves, et le temps des fêtes en est une belle démonstration, que c'est quand on fait le petit pas de trop, quand on va rejoindre quelqu'un, quand on passe un peu plus que quelques minutes sur le perron de la porte, mais qu'on rentre, c'est toutes ces occurrences-là, pour le dire comme ça, là, toutes ces
chance-là de faire en sorte qu'il y a propagation du virus qui, au final, font la différence. Donc, le couvre-feu, là, on s'entend, là, on met un couvercle là-dessus, là, de 20 h à 5 h, à part les trucs essentiels, services essentiels, il ne doit pas y en avoir. Ça, en théorie, même si on n'a pas les preuves empiriques, scientifiques, là, en théorie, le gros bon sens dit, boum, ça va baisser. C'est le but de l'exercice. Mais là, en même temps, bon, les écoles ont été fermées à peu près 3-4 semaines avec, disons, on inclut le secondaire. Bon, on voit qu'à peu près 50 des gens qui ont triché un petit peu dans le temps des fêtes, là, selon les récents sondages. Là, maintenant, les écoles vont rouvrir. Et on le sait, il y a eu des éclosions avant les fêtes. Il y en a qui ont des appréhensions là-dessus. Les garderies aussi rouvrent. Je comprends que le couvre-feu, c'est un message qui psychologiquement veut vraiment être fort auprès de la population pour dire, écoutez, métro, boulot, dodo, restons à l'essentiel pour les prochaines semaines. Puis attendons de voir à quel moment il y aura suffisamment de personnes de vaccinées pour que ça ait un effet. Mais bref, on gère le risque, mais on est vraiment on est là, au niveau des hospitalisations puis des soins intensifs, même si lundi midi, ça a baissé. Là. Si ce n'est pas la dernière cartouche, il ne reste plus grand-chose. Mais ceci explique cela quand on parle des écoles. Le prix à payer pour garder les écoles ouvertes, c'est le couvre-feu. En tout cas, moi je le vois comme ça là, pour réduire à sa plus simple expression le problème auquel on fait face. Le premier ministre Legault l'a toujours dit, répété en conversation publique, privée, la dernière chose qui va fermer, c'est les écoles. Nos jeunes ont trop souffert. Puis là, je suis très sympathique à tous les discours que j'entends des gens qui disent « Ouais, mais là, les jeunes, ils ont besoin de bouger, ils ont besoin de faire du sport, ils ont besoin de ci. » Et je suis d'accord, je suis tellement d'accord. Mais là, la seule chose qu'on est vraiment capable de leur donner, c'est l'école. Puis à l'école, il va y avoir de la socialisation, il va y avoir, ils vont bouger plus qu'à la maison. Donc, à quelque part, l'école, c'est notre bouée de sauvetage. C'est vraiment ce à quoi on s'accroche. Et c'est pas innocent non plus. Là. On a retardé le secondaire d'une semaine parce que plus les jeunes sont vieux, pour le dire comme ça, plus les risques deviennent importants, autant de propagation que de complications si on est atteint du virus. Mais au primaire, là, des problèmes, il n'y en a vraiment pas eu. Oui, il y a eu de la propagation et donc des bulles qui ont fermé, mais constater l'expérience des derniers mois, il n'y a pas vraiment eu de problème parce que ce sont naturellement ceux qui vont développer le moins de complications. Ouais. La preuve est dans le pudding, là. C'est les personnes âgées qui ont un problème, puis plus on descend, moins il y en a de problèmes. Mais il y a une propagation, on s'entend. Bon, on comprend qu'il y a toujours trois priorités. Évidemment, on comprend qu'il faut maintenir, évidemment, l'économie en fonction, en tout cas le plus qu'on peut dans la mesure des circonstances, maintenir les écoles ouvertes et surtout protéger le réseau de la santé. Parce que le nombre de cas quotidiens, c'est une chose, mais quand on voit les hospitalisations et les soins intensifs monter. À preuve, ici, dans la région, depuis le début de la pandémie, quand il y avait quelqu'un atteint de la COVID, on l'envoyait à Charlemagne. Là, Charlemagne est pas mal plein, puis on vient d'ouvrir une unité COVID au 7e étage de l'hôpital du Haut-Richelieu. Il y a même des infirmières là, qui vont probablement être délestées parce que la santé physique, il y a trop de congés de maladie dans le réseau de la santé. Qu'est-ce qu'on sait actuellement de l'état de santé du CIS de la Montérégie-Centre? La Montérégie fait toujours partie du palmarès problématique. Puis on va avoir des nouvelles demain, c'est le mardi ou le mercredi, qu'on a le rapport de la directrice de la santé publique, le Dr Lollier. Et à chaque fois, elle est toujours un peu confrontée à nous annoncer des mauvaises nouvelles parce que le nombre et la proximité de la région de Montréal, les gens qui voyagent encore, forcément, ça nous met dans une espèce de zone difficile. Pour ce qui est des impacts de ça, bien, à quelque part, on est, j'ose pas dire gâté, mais le fait, comme tu viens de le dire, que c'est seulement maintenant qu'on est obligé d'ouvrir une zone COVID à Saint-Jean, ça nous montre que jusqu'à maintenant, on a réussi à bien gérer. Mais c'est vrai pour tout le monde. Même les petites places où il n'y a pas beaucoup de cas, ils n'ont pas beaucoup de place dans leurs hôpitaux. Donc, au final, quand on va arriver à se dire le système n'est plus capable, ça va être parce que ce qui se passe en ce moment à Saint-Jean, c'est le cas un peu partout. Là. Puis, effectivement, pour employer une expression bien locale, là, on est à côté. Okay? Ça, c'est clair. Il n'y a pas personne qui va se compter de blagues. On n'est pas encore en rupture. On va s'entendre. Le problème, c'est pas tellement, en tout cas, dans ma vision des choses, c'est pas la rupture de être capable de soigner les gens qui sont atteints de la COVID. C'est tout le reste, Éric. C'est tous les autres qui ont besoin de soins de santé. L'exemple donné par le ministre de la Santé la semaine dernière était très éloquent. On ne fait plus de greffe de rein. Okay? On n'en fait plus. On n'est plus capable.
Bon, ben, il n'y a pas juste la grève du rein, là, on donne celle-là en exemple, mais il y a d'autres besoins de la population en santé qui, en ce moment, ne peuvent pas être disponibles. Donc, il est là le problème. Quand on parle de rupture, ce n'est pas de péter aux frettes, autant que de ne plus être capable de servir autre chose que la COVID. Ça, c'est la dernière affaire qu'il faut faire, c'est de se rendre jusque-là. Qu'est-ce qu'on sait de la campagne de vaccination en Montérégie ou dans le territoire du comté de Saint-Jean? Je prends un exemple de proximité. Ma conjointe est infirmière, elle a été vaccinée il y a à peu près 2 semaines, vaccin Pfizer. Ma mère, elle, sera vaccinée vendredi et dans une RPA en question, aura le Moderna. Donc, je me dis, voilà 2 exemples dans mon entourage à moi, mais est-ce qu'on sait si la campagne de vaccination prend un peu plus de vitesse sur le territoire en ce moment? Ouais. Le journaliste que j'étais, et on reste toujours journaliste, était très frustré de la couverture des 4 ou 5 derniers jours sur la campagne de vaccination, parce que ce qu'il faut comprendre, là, puis ce qu'il faut voir, c'est que on a de trop petits chiffres en ce moment parce qu'on n'a pas assez de vaccins. Quand on ouvre une boîte de vaccins, il faut tous les distribuer. On ne peut pas les déménager. Pour Pfizer, Moderna, c'est une autre histoire, mais Moderna commence seulement à arriver. Donc, quand on regardait les chiffres autour des derniers jours, puis je vous le donne tout de suite, le chiffre, là, la santé publique nous disait il y a 36 heures qu'on avait dépassé les 4000 en Montérégie. Mais c'est parce que ça ne donne rien d'envoyer 5000 personnes pour en vacciner 2000. Là. Ça ne donne rien en ce moment d'ouvrir toute grande la machine puis d'avoir des centres de vaccination capables de vacciner 5000 personnes dans la journée quand on n'a pas les vaccins. Donc, c'est automatique. C'est un ajustement permanent. C'est comme une transmission automatique. La beauté, là, c'est quand tu pèses sur l'accélérateur, la transmission elle va avec. La vaccination va faire ça. Mais en ce moment, les chiffres sont tellement petits, parce que le nombre de vaccins est petit, qu'on ne peut pas vraiment juger de la qualité de l'opération parce qu'on y va avec les gros morceaux, puis le reste, on attend. Bon, dernière question, c'est plus les impacts économiques, parce que là, on reprolonge encore des fermetures de commerce non essentiels pour au moins 4 semaines. Bon, les restaurants, eux, ou les salles de spectacle, c'était déjà fermé depuis un petit bout. Qu'est-ce qu'on fait pour aider ces gens-là? Là? Je comprends qu'il y a des programmes autant au fédéral qu'au provincial, mais qu'est-ce qu'on fait pour aider ces gens-là? D'abord, il faut se souvenir que ce qu'on vous disait avant les fêtes reste vrai. Le Québec et la province est un des États qui s'est le mieux relancé pendant l'été. La preuve de ça, c'est que les chiffres sur le chômage la semaine dernière nous disaient qu'au Québec, le chômage a diminué le mois dernier, alors qu'il a augmenté partout ailleurs. Donc ça, là, c'est bon pour le moral. OK, je comprends, là, on ne gagnera pas de prix avec ça, là, mais c'est bon pour le moral de se dire que ce qu'on est en train de faire, ça marche, puis que c'est important qu'on diminue tout de suite l'impact de la COVID pour repartir au plus sacré. Une fois qu'on a dit ça, Éric, l'aide, c'est tellement 2 mondes. Il y a le monde fédéral puis le monde provincial. Moi, je reçois des appels des gens qui me demandent ce qu'on a pour eux autres comme aide. Puis là, je leur dis, bien, désolé, appelez Christine Normandin au fédéral parce que tout ce dont vous me parlez, tout ce qu'il y a comme de disponible pour vous, c'est au fédéral parce que c'est des trucs de salaire, de congés, de ci, de ça. Par contre, pour les entreprises, puis pour surtout les petites entreprises dont il faut qu'on se parle, les PME, ben, c'est beaucoup par le provincial que ça passe. Et moi, j'étais frustré. Je ne sais pas si tu as vu dans le journal dans le Canada français la semaine dernière. Juste avant les fêtes, j'étais frustré parce que j'entendais tout le monde se plaindre. Puis en même temps, je disais, oui, mais on en a des programmes. Si Éric Latour est restaurateur aujourd'hui puis qu'il est fermé, même s'il continue de faire des livraisons, il a le droit d'aller chercher, de demander en tout cas, jusqu'à 15 000 de ses frais fixes par mois, à tous les mois qu'on le force à fermer. Et je ne vois pas je vois pas la conséquence de ça, c'est-à-dire que je ne vois pas beaucoup de monde venir cogner aux portes. C'est comme si on était un peu mal organisé, ou en tout cas, on était un peu gelé. Là, on se dit, ça va arrêter, pas besoin. Non, il y a des gens qui ont le droit. Là. Alors, ce que j'ai fait, moi, Éric, c'est que j'ai demandé à la Chambre de commerce et d'industrie du Haut-Richelieu de trouver un employé, de s'embaucher quelqu'un pour servir les petits commerces, les petits entrepreneurs pour être capable de les aider à faire le ménage là-dedans. Pas à rentrer et à dire, donnez-moi votre bilan, là, puis on va regarder ça. Non, pas un comptable. Un travailleur. Tu sais, les agriculteurs ont des travailleurs de rang. Les gens dans la rue ont des travailleurs de rue. Là, la CCIHR, à compter de la fin du mois, là, va avoir un travailleur, appelons-le des petits commerces, là, qui va aller à leur rencontre et qui va leur dire, avez-vous demandé telle subvention? Savez-vous que ça, vous pouvez faire ça? Savez-vous qu'il y a des gens qui aident dans ce secteur-là? Il y a d'autres mondes qui ont eu la même difficulté que vous avez, qui s'en sont sortis comme ça. C'est comme un peu un travailleur social pour entrepreneurs.
En tout cas, la CCIHR Ouais. va y trouver un nom, là, mais Ouais. moi, Bon, le ben, titre m'importe peu. L'important, c'est qu'on ait quelqu'un qui soit à l'écoute ouais. des petits entrepreneurs, des petits commerçants, qui soit capable de les guider, d'avoir des références pour eux Ouais. et surtout de prendre le pouls. Tu sais, le gouvernement, cette année, a augmenté ce qu'on appelle les discrétionnaires des députés, là. Ouais. Une augmentation considérable, d'ailleurs. On l'a Ouais. tous mis dans la première ligne alimentaire, surtout, mais moi, je m'étais gardé de l'argent. Et là, j'en ai mis là parce que je trouvais que c'était ce que ça nous prenait, nous, chez nous. Louis Lemieux, merci infiniment. On va se quitter là-dessus. Puis d'ailleurs, l'entrevue qui suit, c'est avec Michel Milot de la Chambre de commerce du Richelieu pour parler des impacts et de ce projet de travailleur social pour entrepreneurs. Mais c'est tant mieux, vous le saluez de ma part. Et puis, hey, bonne année à tout le monde. Je sais que ça a l'air fou à dire. Là, Ouais. on est juste le 11 janvier, puis c'est comme si ça faisait 3 mois. Ouais. Là. Mais bonne année. Et puis, là, je sais pas, c'est le début de la fin. Là. On est Ouais. rendu, c'est le début de la fin. C'est Merci. sûr. Merci beaucoup, Louis Lemieux. Salut. Salut. Restez avec nous. On vous revient dans quelques instants. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à la Justice entre nous. Mon nom est Serge Levesque. Dimanche, 9h30, Télé Bingo, on vous attend. On en parlait il y a quelques instants avec le député Louis Lemieux des impacts sur le volet économique du prolongement des mesures et celle du couvre-feu, évidemment. Il nous parlait évidemment de cette annonce d'avoir un travailleur social ou à tout le moins un travailleur pour aider les entrepreneurs en collaboration avec la Chambre de commerce et de l'industrie du Richelieu. Bien, à ce titre, on reçoit le directeur général de la Chambre, Michel Milot. Bonjour et bienvenue et bonne année. Bonjour, bonne année aussi. Merci. Bon, de quoi s'agit-il comme projet? Parce que là, évidemment, ça s'étire, la pandémie. Là. Ça fait depuis le mois de mars. Il y a eu des moins bons bouts. Il y a eu le printemps. Là, on vit autre chose. C'est pas le printemps. C'est autre chose. C'est autre chose parce qu'il y a quand même le manufacturier et la construction qui continuent quand même un peu d'opérer. Les écoles restent ouvertes, mais il y a le couvre-feu et évidemment les restaurants, mais les entreprises non essentielles qui restent fermées encore jusqu'au mois de février. Bref, c'est quoi les impacts chez nous? Puis c'est quoi que les entrepreneurs ont besoin en ce moment? Bien, en fait, les entrepreneurs commencent à trouver ça le temps long un peu, là, particulièrement ceux qui sont fermés. Par contre, dans les nouvelles mesures, cette fois-ci, que les commerces peuvent vendre en ligne et pick-up à la porte ou livraison. Ouais. Le commerce de détail en particulier se sont comme sentis écoutés et appuyés de la part du gouvernement. Parce que ça aide. Ça aide parce qu'ils peuvent continuer à vendre. Puis, il y a toujours la plateforme commanderlocal.ca que ceux qui n'ont pas de site peuvent s'inscrire. Et c'est encore le temps. C'est gratuit pour le moment pour faire de la vente en ligne. Puis, livraison ou pick-up, là, c'est le temps. Là. Bien, je prends 3 exemples parce que ça me vient en tête comme ça, mais bon, je comprends que ce n'est pas l'idéal, mais disons demain matin, la télé brise. Donc, il faut que tu te magasines une télé. Je comprends qu'on peut faire ça par téléphone, par courriel ou même en vidéoconférence avec le vendeur qui te montre ou qui t'envoie les specs de la télé, genre Stéréo Plus au Carrefour Richelieu, mais à la limite, tu peux t'acheter une télé et aller la ramasser. Oui. Même chose, tu as besoin de mitaine ou d'uniforme de travail, tu peux arrêter à l'aubainerie. Oui. Tu as besoin de plancher parce que tu fais des rénovations, bien, tu ne peux pas les voir dans le salle de montre au géant à Iberville, mais tu peux aller les chercher quand même, là, ou on peut aller te les livrer. Donc, il y a encore moyen de faire des affaires, mais les salles de montre sont fermées. Exactement. Mais tu sais, l'achat en ligne là, est de plus en plus populaire. Indépendamment de la pandémie, l'achat en ligne était déjà populaire.
Alors là, c'est un rajout, là, comme c'est une nécessité. On n'a pas le choix pour couvrir les besoins, mais... Donc, les commerces non essentiels sont fermés physiquement, mais plusieurs d'entre eux continuent d'opérer avec des livraisons ou du ramassage, ce qu'on n'avait pas au printemps. Non, on n'avait pas ça. C'était fermé complètement au printemps. Fait que la game est différente là, présentement. Fait que c'est là que je dis qu'ils se sont sentis appuyés et écoutés parce que la demande, elle avait été faite. Là. Bon, et ce dont nous parlait le député Lemieux, là, cette espèce de projet de travailleurs pour aider les entrepreneurs, qu'est-ce que c'est au juste? Bien, en fait, Louis m'a approché puis il m'a dit il y a un secteur, il y a un segment qu'on n'a pas d'aide puis il faudrait faire quelque chose, c'est aider les entrepreneurs comme tels, psychologiquement. Puis moi, quand j'ai eu la discussion avec Louis, j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Puis après ça, j'ai partagé ça avec mon équipe. On a décidé d'aller de l'avant là-dedans. Un entrepreneur, je dis toujours qu'il est tout seul. Il est tout seul avec son banquier, puis il est tout seul avec son conjoint. Le reste, il n'y a pas d'aide, là. Fait que nous, on veut leur offrir justement cette aide-là psychologique, leur donner de l'information le plus qu'on peut pour passer à travers cette crise-là. Et bon, comment on l'appelle? C'est un travailleur social? C'est un coordonnateur? C'est un agent de liaison? Bref, comment vous l'appelez? C'est quoi sa définition de tâche, dans le fond? Bien, sa définition de tâche, c'est... Bon, ça m'échappe, je l'ai encore dit ce matin, le nom du programme qu'on a donné. Mais en fait, c'est vraiment pour venir en aide aux entrepreneurs. OK. Donc, un entrepreneur pourrait appeler cette personne-là pour toutes sortes de raisons, dans le fond. Oui, c'est ça. Bien, il va appeler à la Chambre en premier, confidentiellement. On va poser quelques questions, puis après, on va référer la personne au travailleur social. Bon. Et ce travailleur-là, est-ce qu'il est déjà embauché? Est-ce qu'il va rentrer en fonction bientôt? Il n'est pas embauché encore. On a trouvé 8 travailleurs sociaux sur notre territoire présentement. Alors, cette semaine, avec le bureau à Louis puis mon équipe, on va faire les critères, qu'est-ce qu'on cherche. On va faire des appels. On va voir celui qui se marie le mieux avec les besoins présentement. Puis c'est une première au Québec. Il n'y a aucune ville qui fait ça. Il n'y a aucune chambre de commerce qui fait ça. Mais un entrepreneur pourrait, dans le fond, évoquer toutes sortes de problématiques. C'est-à-dire que le travailleur social pourrait très bien dire, bon, bien ça, c'est d'ordre médical ou c'est d'ordre psychologique ou c'est d'ordre économique. Exactement. Ou appeler votre banquier ou appeler un programme d'aide au fédéral ou au provincial. Donc, ça peut être vraiment à large spectre. Là. C'est très large, puis ça peut être aussi des informations sur les mesures qui sont en place. Le travailleur social va les référer à NextDev qui peut prendre le relais. Fait que c'est vraiment cibler la bonne aide. C'est un peu comme ce que Louis Lemieux nous disait tantôt dans l'entrevue. Là, il dit, les gens nous appellent, puis là, il dit, je suis obligé de les arrêter pour leur dire, non, ben ça, non, appelez ma collègue au fédéral, parce que ça, c'est le fédéral. Ouais, non, mais ça, appelez NextDev. Donc, il y a beaucoup d'affaires, mais des fois, les gens sont un peu mêlés, puis ça se comprend, on serait mêlés nous autres aussi. Là, je veux dire, à savoir, j'ai besoin d'aide, mais j'appelle qui, là, dans le fond? Exactement. Là, à ce moment-là, il va appeler la Chambre, puis nous, on va être capable de l'envoyer à la bonne ressource. Là. OK. Mais dans le fond, le message à passer aux entrepreneurs qui nous regardent en ce moment, c'est de dire, écoutez, peu importe ce que vous avez, dans le fond, appelez la Chambre de commerce. Exactement. Puis là, après ça, on va vous référer aux bonnes personnes, puis peut-être que le travailleur social va vous rappeler. Là. Exactement. Puis, tu sais, on voit les annonces à la télé, le gouvernement font des annonces pour les détresses psychologiques, mais ça s'adresse à l'entrepreneur aussi. Fait que c'est là qu'on veut venir donner un coup de main à ces personnes-là. Bon. C'est quoi les témoignages que vous avez, là, sans nommer de nom? Là, vous parlez avec beaucoup de monde dans une semaine. Là, je veux dire, c'est quoi le pouls de la situation en ce moment chez nos entrepreneurs? Là? Bien, comme je disais tantôt, le commerce de détail, eux, sont satisfaits. Ils s'aident entre eux, ils se donnent beaucoup d'informations. Les pires, c'est les restaurateurs. Là. Ça, c'est tough. Là. Ça, c'est difficile, là, malgré qu'ils font de la livraison ou du take-out. C'est pas facile. C'est eux qui sont le plus touchés présentement. Là, c'est difficile. Fait qu'on s'attend à avoir besoin d'aide là, de leur part. Là. Bon. Les gens qui nous regardent, là, qui travaillent encore, qui ont des revenus, qui consomment, là, puis je comprends que c'est facile de consommer sur Amazon, là, mais il n'y a pas juste Amazon dans la vie. Qu'est-ce que nous, on peut faire pour aider nos entrepreneurs, aider nos restaurateurs qui font du take-out? Je veux dire facilement, bien, on les appelle, vont commander du restaurant. Là. Mais je veux dire, qu'est-ce qu'on fait pour aider notre économie localement? Bien, il faut magasiner à Saint-Jean, il faut magasiner sur le site Commander local, il faut magasiner directement sur les sites des commerçants pour ceux qui en ont un. Il ne faut pas sortir de la région du Haut-Richelieu là, pour faire nos achats. Là, c'est super important. C'est comme ça qu'on est capable de donner un petit coup de main. Puis, tu
sais, un lunch au restaurant, ben lui, ça fait longtemps que je ne l'ai pas encouragé, je vais l'encourager. Ça fait longtemps que je ne me suis pas fait mener, moi j'appelle ça une boîte, là. Ça fait longtemps que je ne me suis pas fait mener une boîte, ben je vais faire le changement, je vais appeler à cette place-là pour essayer d'encourager puis de supporter notre En même temps, régime. les restaurants, les gens aussi qui... Tu sais, c'est de la livraison, c'est du take-out ou commande pour emporter, mais dans les autres biens. Parce que les restaurants, ça reste quand même un service de proximité. Tu ne peux pas te commander une pizza sur Amazon. En tout cas, pas encore. Non, pas encore. Mais c'est plus pour les autres biens. Parce que c'est ça l'affaire. C'est là où c'est la facilité d'un Amazon. Tu sais, je parlais tantôt de l'exemple d'une télé qui brise. Là. Oui. C'est facile d'aller sur le net et s'en commander une. Là. Très facile. Mais tu peux l'avoir localement. Tu peux l'avoir C'est ça, localement, l'affaire. effectivement. Puis c'est pareil pour les petits appareils électroménagers, pas électroménagers, toaster, cafetière, un rasoir, peu importe. Là. Si tu réfléchis, tu regardes un petit peu sur le site, Google, il t'amène toujours avec les places les plus proches en premier. Donc, c'est comme ça qu'il faut magasiner. Il faut juste développer le réflexe de consommer localement, même si des fois, c'est plus facile d'aller sur des plateformes internationales. Exactement. Il faut avoir la patience de faire une coupe de clics de plus pour le faire localement. Mais en bout de course, ça fait une énorme différence. Là. Ça va permettre aux commerçants de survivre dans la région. Parce qu'un jour ou l'autre, la pandémie va finir par finir. Souhaitons-le, évidemment. On a hâte. Le vaccin va faire son chemin. Puis il y aura toute la question de la reprise aussi, là, Oui. de la remise en fonction. Puis après ça, on verra les pots cassés. Mais disons là, pour le moment, disons pour le prochain mois, c'est un peu ça le topo. C'est un peu ça le topo. On va continuer à donner de l'information aux entrepreneurs. On recommence la table de partage avec Steve Trenk. Oui. Donc, le jeudi à 9 h le matin, c'est gratuit. Puis des formations, on a des activités, des dîners-conférences. On a 2 ministres qui s'en viennent, le ministre de l'Agriculture et le ministre du Travail qui s'en viennent, un en février, l'autre en mars. En fait qu'on continue à informer, à former, à supporter nos membres et nos non-membres. Michel Milot, merci beaucoup. Merci. Restez avec nous. Au retour, le mot de la fin. Comment profiter de l'hiver dans le respect des mesures sanitaires imposées par la santé publique? Réponse en allant sur le site Internet de la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu pour voir comment les sites municipaux ont été adoptés pour l'occasion. À demain. Bye-bye.